En toute chose, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir, évidemment, de venir parler de Polkadot, ce projet qui nous passionne au sein de votre communauté. Alors, je vais partager mon écran pour confirmer que euh, le partage est... Je pense que oui, je le vois moi-même. Donc, je pense que le partage est bon, hein. Yes. C'est OK pour vous. Donc, voilà, c'est parti. Et en préparant cette présentation, je dois vous avouer que ça ne m'arrive pas souvent, mais j'avais ce stress de me dire, ben, il y a tellement de choses à dire, j'espère que je n'oublierai rien. Mais évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin, des suggestions, voire même des informations qui n'auraient pas été envisagées. Toutes les observations, toutes les contributions sont évidemment les bienvenues. Alors, comme tu l'as dit, David, tu m'as très très bien présenté. Je suis Merci. effectivement un profil Legal Tech par excellence. J'ai travaillé dans le secteur de la justice pendant plus de 20 ans. Parallèlement à ça, j'ai beaucoup contribué au développement de l'écosystème Linux et c'est grâce en fait à justement ma contribution au sein de Linux que je suis entré en contact avec la matière de la blockchain. Sur les cryptoactifs d'abord, mais bon, les cryptoactifs ne sont pas, et la finance n'est pas ma passion. Par chance, à ce moment-là, Ethereum existait déjà et pas mal de projets donnaient déjà une autre coloration à l'environnement blockchain et à son potentiel. Comme tu l'as très bien dit aussi, j'ai la chance et l'honneur d'être le Head Ambassador pour la communauté Polkadot francophone. Et partant justement de cette mission, on a décidé avec une team qui est vraiment très très engagée et avec des profils très très solides de créer Polkadot Francophonie. Et donc, vous êtes vraiment les bienvenus. On a, depuis la communauté, elle grandit et on a au sein de Polkadot Francophonie vraiment l'ambition de rassembler tous les ambassadeurs francophones des projets qui gravitent autour de Polkadot. Et l'avantage étant évidemment d'avoir un maximum d'échanges d'informations, de connaissances, de points de vue par rapport à l'évolution de cet environnement qui est encore dans une phase très early. Et donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, venir échanger avec nous si vous souhaitez évidemment poursuivre vos investigations par rapport à ce merveilleux projet qui est Polkadot. Alors, le but ici, si j'ai bien compris, était évidemment d'éviter d'entrer dans des considérations très techniques parce que il faut le reconnaître, le développement dans Polkadot, avec Polkadot, débuter avec Substrate, on y reviendra, n'est pas nécessairement complexe. D'ailleurs, c'est une des déclarations que fait souvent Gavin Wood. En revanche, c'est vrai que quand il est question d'aller un petit peu plus en avant dans le développement et dans la technicité de celui-ci, la matière est quand même assez complexe, autant d'un point de vue technique parfois que d'un point de vue gestion de l'interopérabilité. On y reviendra évidemment et des échanges avec le reste de l'écosystème parce que précisément c'est un des gros objectifs de Polkadot. Alors si évidemment je n'en suis pas entré dans des considérations techniques, On pourrait y revenir aussi dans tous les cas. Excuse-moi, je te oui coupe, tout mais à fait, dans les oui, questions, mais c'est vrai oui. que je te remercie de cette attention. Ouais. Oui, et donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez que Bien on sûr. échange sur des choses plus techniques. Et à ce moment-là, si on n'est pas trop nombreux, il faudra voir évidemment quels sont, parce que je pense à quelques membres de Polkadot Francophonie qui sont présents. Et parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont de faits techniciens aussi. Donc, Très ils bien. pourront peut-être contribuer aux questions qui seraient posées. Alors bon, je crois que ça, j'avais aussi posé la question. Je crois que vous avez ici des gens qui sont quand même un peu au fait de ce qu'est la blockchain, de son historique, d'où on vient et quels en sont aussi les acteurs majeurs. Un petit peu, Il, un petit peu. il est difficile d'ignorer aujourd'hui que Polkadot a été créé par Gavin Wood. Je pense qu'il jouit quand même d'un rayonnement et d'une prestance assez importante au sein de la communauté et à l'international. Gavin Wood, évidemment, était le cofondateur aux côtés de Vitalik Buterin d'Ethereum. Il a été en fait au sein d'Ethereum un des plus gros contributeurs, voire le plus gros contributeur au développement du langage Solidity qui permet de développer aujourd'hui les smart contracts. Alors je vous avoue que je ne suis jamais véritablement rentré dans les détails, mais en parcourant quelques articles, il semblerait vraiment qu'il n'ait pas trouvé son compte au sein de Ethereum et
n'ait pas trouvé son compte dans la façon dont cet écosystème se développait. Il voulait, je pense, plus de décentralisation, plus de diversité. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé finalement de quitter le projet et de se lancer donc un nouveau challenge qui est celui de créer Polkadot. Et vous voyez, c'est très important en fait. Déjà à ce moment-là, on parle énormément de décentralisation, d'un Internet qui est plus fair et d'un contrôle qui est rendu aux utilisateurs. Et ça, je vais y revenir au cours de la présentation. La blockchain, ce n'est pas un monde à part, en fait. C'est vraiment un monde qui interagit déjà avec le web, mais qui a pour vraiment vocation à transformer le web sous la forme où vous le connaissez aujourd'hui. Et c'est, je crois, ce qui motive énormément les communautés blockchain de manière générale, les communautés au sein de Polkadot et très certainement aussi Gavin Wood. Alors, il y a pas mal de choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui, des topics à passer en revue. Alors, je ne m'étendrai pas, vous voyez, je suis revenu sur une brève histoire de l'Internet et je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a des liens évidents à faire entre le net et la blockchain, entre aussi des choses qui ont été développées pour l'Internet et qui ont été et les approches qui ont été choisies au sein de l'écosystème Polkadot. On reviendra vraiment très brièvement sur l'histoire de la blockchain et des cryptos, mais vraiment très brièvement pour surtout positionner en fait finalement Polkadot dans cet environnement qui est déjà très animé avec de nombreuses blockchains et de nombreux projets. Et puis alors j'entrerai véritablement dans le cœur du sujet pour parler parachain, interopérabilité, des caractéristiques de Polkadot et évidemment le token natif de l'écosystème qui est un élément essentiel à son fonctionnement et un élément essentiel aussi pour les utilisateurs. Alors, comme je vous le disais, ici, je ne vais vraiment pas m'étendre. Simplement que moi, ça me fait toujours. Quand je repasse là-dessus, je me dis quand même, ça fait. Les choses, elles se sont amorcées très tôt. Et vous allez le voir, elles se sont amorcées évidemment très tôt pour l'Internet, mais aussi très tôt pour la blockchain. On a un point de repère, c'est Bitcoin, mais il y avait déjà des embryons finalement de blockchain, peut-être pas de Bitcoin, bien avant la genèse de ce réseau qui est évidemment très connu et très populaire aujourd'hui. Et donc, ce qui m'intéresse ici essentiellement, c'est 1978, pour le dire correctement. C'est la création du protocole TCP/IP. Parce que vous verrez, il y a une analogie véritablement à faire avec ce que Polkadot est en train de construire, d'une part, mais c'est évidemment aussi un élément essentiel qui permet à toutes les machines qui font aujourd'hui le réseau Internet et le réseau web de se parler entre elles, donc d'être connectées les unes aux autres. Et donc, c'est quelques années plus tard que ce protocole essentiel au bon fonctionnement de l'Internet a été adopté par les réseaux ARPANET qui avaient été créés beaucoup plus tôt. La suite de l'histoire, je pense que là, vous la connaissez. HTTP, évidemment, a rendu l'Internet un petit peu plus digeste, un petit peu plus intéressant pour commencer à y implémenter du contenu et permettre aux gens de consulter et d'utiliser le contenu. Mouvement que Netscape, évidemment, a accéléré en lançant son premier browser. Et la suite, vous la connaissez avec ces mastodontes du web tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont venus les uns à la suite des autres, avec évidemment des développements heureux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur de la blockchain, on voit en fait qu'on peut remonter assez loin aussi. C'est en 1982 avec David Chaum qui a énormément contribué à tout ce qui tourne autour de la blockchain, de la cryptographie, des échanges cryptés, du cryptage des informations, de la sécurité des informations, de l'anonymat aussi. Et encore aujourd'hui, parce que David Chaum, je pense, vient souvent à Paris, et notamment à l'occasion de la convention Ethereum, et il donne des petites conférences comme ça. Il faut essayer d'en avoir écho pour avoir l'occasion une fois de le rencontrer parce que ce qu'il fait, c'est évidemment énorme et sa contribution à tout ce qui a été construit depuis lors est colossale et encore aujourd'hui. Et donc, vous le voyez, pour nous, évidemment, quand on parle blockchain en général, et je crois que c'est quand même le plus raisonnable à faire, on remonte à Bitcoin.
en se disant, ben voilà, la blockchain, elle est née avec Bitcoin et juste derrière, alors j'aurais pu mettre tous les autres projets, évidemment, et je reviendrai dessus un petit peu ultérieurement, mais clairement, la blockchain, elle est née avec Bitcoin parce qu'il y avait un besoin, j'y reviendrai. Ethereum a fait une contribution énorme. Et vous voyez que Polkadot est arrivé plus tard, donc c'est très récent finalement. Je ferai aussi tout à l'heure la distinction entre Kusama et Polkadot. Ce sont des réseaux qui ont les mêmes fonctionnalités, mais il y en a un qui est un petit peu plus early, donc qui est un petit peu plus flexible, agile, serais-je tenté de dire, et donc sur lequel on peut lancer des projets et du développement qui n'est pas encore nécessairement au stade de la stabilisation ultime. Il a été véritablement fait pour ça, mais il a son existence à part entière, donc c'est pas surprenant, bien entendu, qu'il ait été lancé avant Polkadot, un an avant Polkadot. Et donc la relay chain, quand on y regarde de Polkadot, elle n'a été lancée qu'il y a une grosse année et demie, on était en mai de l'année passée. Alors, justement, c'est pour clôturer ce petit historique et commencer à positionner un petit peu Polkadot dans tout cet écosystème qui prend de plus en plus de vélocité et de rythme. Revenir simplement sur le fait que, comme je vous le disais, la blockchain, elle est née avec Bitcoin. Le besoin, il était assez clair, je pense, à ce moment-là. L'idée, c'était vraiment de permettre à des personnes de certifier un échange de valeurs, de rendre opposable un échange de valeurs. Ils avaient besoin d'un registre comptable qui était décentralisé, qui était partagé et qui certifiait finalement des mouvements de cet actif digital qui avait été créé. On ne remerciera jamais, évidemment, assez Ethereum, sa communauté, pour sa contribution d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que là où vraiment, avec Bitcoin, il faut quand même bien le reconnaître, on était sur une blockchain qui avait une vocation assez limitée. Les choses ont évolué depuis lors, mais au début, c'était quand même assez limité. Et Ethereum est quand même venu mettre une très, très belle couche de peinture en créant donc ces couches supplémentaires qui ont permis le développement des smart contracts, que je pense de manière générale, vous connaissez aussi. Et là, ça a véritablement changé la donne parce qu'on est entré dans l'ère de l'automatisation finalement de tâches qui sont elles-mêmes alors backupées toujours par la technologie blockchain qui certifie finalement des actions de ce que mettent en œuvre les smart contracts. Et vous le savez, dans Ethereum, il y a énormément de choses qui ont été développées en termes de finances décentralisées, de protocoles, de DAO, de tokenomie aussi, d'une manière générale, et ça continue encore aujourd'hui. Alors, Polkadot a une approche différente parce que si vous regardez un petit peu Bitcoin, Ethereum, et ça j'y reviendrai aussi, et d'autres chaînes, moi je qualifie ça souvent de monochaîne. Donc ce sont des blockchains qui certes ont parfois des couches d'échanges qui s'empilent les unes au-dessus des autres, soit pour accélérer le flux des transactions, soit pour créer des process d'anonymat, peu importe, mais vous reposez toujours toutes ces couches finalement, et tout votre développement repose toujours sur une seule chaîne, la main chain, donc la chaîne maîtresse. Dans Polkadot, l'approche est véritablement différente et on y reviendra aussi. L'idée précisément, c'était de ne plus concevoir le développement d'un écosystème blockchain uniquement à partir d'une seule chaîne, mais d'une multitude de chaînes. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière en vous disant, repensez à ce que je vous ai dit à propos de Gavin Wood. On parle décentralisation, on parle de la volonté à un moment donné de faire bouger les lignes de l'Internet. Et c'est sa conception finalement, c'est sa contribution à ce travail-là, lui, à penser, si on veut aller plus loin dans la décentralisation, si on veut mieux contribuer à la décentralisation du web, on va devoir travailler dans un mode multi-chaîne. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'à ce moment-là, parce que quand Polkadot a été créé, c'est-à-dire en 2017, ça c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, on parlait beaucoup pour ceux qui étaient déjà dans le secteur de la blockchain, je crois qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'on ne parle de scalabilité, en disant ce truc ça ne fonctionnera jamais, c'est trop lent, ça va moins vite que Visa, etc., etc. On a tout entendu et la scalabilité, c'était vraiment le sujet incontournable. Et il y avait, c'était
Polkadot, qui a abordé finalement le développement de son écosystème blockchain en mode multi-chain, avait aussi à l'esprit à un moment donné de rencontrer cette problématique de scalabilité, précisément en faisant parler, en faisant travailler en fait des chaînes de manière illimitée, parce qu'il n'y a pas de limite, quoique ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'écosystème. Il y a pas de limite pour créer autant de chaînes que de besoin et donc de déplacer à chaque fois et de répartir la charge de tout le réseau sur différentes chaînes. Donc, c'était une façon d'adresser aussi, en sus de la décentralisation, le problème de la scalabilité. Et clairement, en fait, c'est là qu'il faut chercher ce positionnement initial de Polkadot. Ce mode multi-chain pour résoudre ce problème de scalabilité, mais aussi véritablement pour être un meilleur contributeur, c'est leur objectif encore, à la décentralisation du web. Toute la blockchain veut contribuer à la décentralisation du web, mais au sein de l'écosystème Polkadot, on veut vraiment mettre en œuvre des systèmes où on est le plus décentralisé, le plus flexible possible, le plus ouvert possible, pour permettre finalement le plus d'initiatives possibles qui vont être interconnectées les unes aux autres et qui vont pouvoir chaque fois contribuer à leur manière à la décentralisation de l'Internet. Alors, l'objectif sera bien celui-là et sera celui-là pour tout le monde aussi. Et là, je pense que je vais me permettre une petite parenthèse. Si vous me demandiez mon avis, et je le dis souvent, je me trompe peut-être, moi je pense que d'ici quelques années, on ne parlera plus de blockchain. Elle sera là, hein, elle sera là. Là, pour moi, c'est clair, la blockchain est une technologie maintenant qui est là pour durer, qui aura des contributions réelles et très bénéfiques, précisément, à l'évolution du web. Mais je pense justement qu'elle va, à un moment donné, véritablement se marier avec cet environnement qui existe déjà. Espérons alors qu'elle fasse bouger les lignes, parce que c'est ça l'objectif. Passer du web 2.0, c'est le web sous la forme où vous le connaissez actuellement, qui est fortement centralisé avec des acteurs majeurs, vers un web 3.0 où précisément les acteurs majeurs, potentiellement, ça devrait être nous. Donc vous, moi, nous, des entreprises, mais on serait dans un mode différent où précisément, nous aurions la possibilité d'interagir directement les uns avec les autres, d'échanger de la valeur directement les uns avec les autres, de contractualiser, on peut l'espérer aussi, directement les uns avec les autres. Et ça, c'est... Et là, alors, quand vous êtes un petit peu déjà aguerri à ce qui se développe au sein de la blockchain, vous dites, oui, c'est évident, finalement, on est en train de créer des protocoles financiers, on est en train de créer des NFT, on est en train de créer plein de choses, mais des smart contracts aussi, qui vont permettre aux gens d'être à la manœuvre, on va le dire autrement, et d'autres d'être les acteurs de ce nouvel Internet. Et moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'à un moment donné, on ne sera plus à dire c'est la blockchain, c'est ceci, c'est cela. Oui, elle restera, mais au service d'un Internet qui sera le Web 3.0. Voilà. Alors, pour justement Ouais. contribuer d'une manière efficace aux objectifs initiaux et aux objectifs que l'écosystème Polkadot s'est assigné, il y a deux éléments qui sont essentiels. Ce sont véritablement les parachains et l'interopérabilité entre elles. Parce que je pense que vous l'avez compris, à un moment donné, on est vraiment dans cette idée de plus de décentralisation, plus de transparence, plus d'acteurs qui sont responsables chez eux, capables finalement d'être les gestionnaires de leurs droits et de leurs intérêts. Et bon, il va de soi que avant de le proposer dans un autre écosystème, il fallait commencer à le créer chez soi. Alors, c'est là, vous me direz, mais les blockchains telles qu'elles existent actuellement, mais elles sont décentralisées, elles peuvent contribuer déjà à leur manière, c'est vrai. Mais quand on y regarde un petit peu de près, quand on regarde un petit peu de près Ethereum, Tezos, Cardano, Avalanche, j'aurais pu en citer d'autres. Je l'ai dit à propos d'Ethereum, je le dis à propos des autres aussi, ils créent évidemment des choses extrêmement efficaces qui sont des contributions qui vont rester, qui vont durer aussi. Mais comme je vous le disais aussi, il faut vraiment avoir à l'esprit que quand vous développez dans ces écosystèmes, que vous soyez ou quand vous utilisez finalement ces écosystèmes, vous êtes toujours relié à un environnement exclusif et unique parce qu'elles ont été
créées les unes à côté des autres pour offrir toujours le meilleur service finalement à la communauté. Je suis parfois un peu attristé d'ailleurs, et je commente de temps en temps sur LinkedIn à ce sujet-là, d'entendre des gens, ou alors de voir des gens lancer des sondages, quel sera le prochain Ethereum killer ou killer ceci, et je leur dis, mais non, on ne veut pas des killers, nous précisément, on veut des écosystèmes, des blockchains et des communautés qui travaillent les unes avec les autres, qui sont interconnectées et qui avancent ensemble, parce qu'ensemble, déjà, on sera plus fort, et puis, de toute façon, il y a de très bonnes choses qui se font un peu partout. Voilà. Ça, c'est incontestable aussi. Mais clairement, là, on peut toujours se poser la question des choix qui ont été opérés précisément pour développer ces blockchains et qui reposent sur des architectures de chaîne unique de monochain. Est-ce que c'est véritablement un problème? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a déjà posé des problèmes de scalabilité. On voit évidemment que Ethereum pivote pour l'instant et est en train de migrer vers ces nouvelles règles et ces nouveaux protocoles. On n'a pas encore de résultats tangibles en la matière pour dire est-ce que finalement, à partir d'une chaîne qui est une monochaîne, il sera véritablement possible de résoudre le problème de la scalabilité. Mais c'est peut-être pas ce qui, moi, me tracasse le plus. C'est pas nécessairement avéré, mais je peux pas m'empêcher d'avoir toujours à l'esprit qu'à un moment donné, sur des chaînes uniques comme ça, on peut pas exclure le retour de certaines formes de monopole. Je vais vous donner des exemples clairs et ce ne sont pas non plus des certitudes. C'est simplement que on l'a vu quand Ethereum a voulu migrer. Ils ont lancé une nouvelle norme précisément qui allait un peu à l'encontre des mineurs assez récemment à l'été passé. Et on a vu quand même les mineurs réagir ensemble et potentiellement se rebeller. Alors, les choses sont rentrées dans l'ordre, Ethereum fonctionne, Ethereum est décentralisé, mais comment est-ce que les choses évolueront avec le temps, avec les changements de consensus, avec les changements dans les processus de validation? Est-ce que ça ne risque pas à un moment donné de générer des regroupements? Si tel est le cas, et c'est toute la chaîne qui est impactée, parce que vous n'en avez qu'une, et donc, comme je vous le disais juste avant, mais vous dépendez de cette chaîne unique. Et donc, c'est pour ça que clairement, en fait, Polkadot a créé des parachains. Là, l'approche, elle est fondamentalement différente. Ils se sont dit, on va justement pas rentrer dans les mêmes standards et les mêmes approches que les pionniers qui nous ont précédés. On va déjà envisager les choses en se disant, permettons à des gens de créer leur écosystème indépendamment les uns des autres. Et notre job à nous, ce sera de faire en sorte qu'ils puissent travailler les uns avec les autres. Et donc, le principe véritablement dans Polkadot, c'est ça. Donc, vous créez des blockchains indépendantes. À la base, ce sont véritablement des blockchains. Si vous avez déjà un peu approché l'écosystème Polkadot, vous avez déjà entendu parler de parachain. Ça, j'y reviendrai aussi. Mais à la base, considérez vraiment que on vous dit, voilà, vous créez votre blockchain avec vos règles de gouvernance, votre token, votre tokenomie, etc. Et vous y développez finalement les services pour lesquels vous pensez être fort et pour lesquels vous pensez que vous avez une plus-value à apporter à la communauté. Et nous, on se charge précisément à la fois de la sécuriser, de lui permettre aussi de fonctionner et de lui permettre d'échanger avec les autres. Mais vous verrez, la relay chain, elle n'est pas totalement incontournable et les choses, elles pourraient encore fortement évoluer. Et donc, il y a pas mal, évidemment, déjà de projets qui se développent au sein de Polkadot avec des parachains. Et là, j'y viendrai vraiment à la fin. Vraiment, dans tous les sens, ça va de l'IoT. C'est déjà envisagé. Bon, la finance décentralisée, vous vous en doutez, a été probablement parmi les premiers focus, mais aussi les data storage, tout ce qui tourne autour de la gouvernance, de la gestion des ID. Et donc permettre de créer des blockchains indépendantes, ne parlons pas de parachain, c'est bien, mais il est absolument nécessaire, évidemment, que ces chaînes se parlent les unes avec les autres. Et là, si vous faites un tout petit retour en arrière, je vous le redis, les chaînes actuelles, il y a des efforts énormes qui sont faits dans les écosystèmes comme Ethereum, Avalanche et autres pour permettre l'interopérabilité via des bridges. Mais
Polkadot est véritablement allé plus loin et développe des protocoles qui, à un moment donné, vont vraiment permettre à des chaînes d'en piloter d'autres. Donc, c'est-à-dire une chaîne tierce qui potentiellement va piloter une autre chaîne qui a été créée dans un environnement proche. L'approche est fondamentalement différente. Et donc, si on revient, et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, et je trouvais ça vraiment, je trouve que ça résonne finalement avec l'histoire de l'Internet et la logique de l'Internet. Quand l'Internet a été créé, ben, on a créé TCP/IP, je vous le disais, pour permettre aux différents éléments de communiquer les uns avec les autres et d'ainsi créer ce réseau. Clairement, en fait, ici, dans Polkadot, c'est un peu pareil. Par analogie, on pourrait dire que cette relay chain et ce qui est construit autour de cette relay chain est un peu la même chose que le TCP/IP dans l'Internet et va permettre à un moment donné à ces blockchains indépendantes de se connecter les unes aux autres, de se parler. Voilà. Et donc, c'est pour ça que parfois, et vous aurez véritablement fait alors le lien entre les deux, on parle d'Ousside Polkadot d'un Internet des blockchains. Alors, Polkadot, c'est clair. Les parachains, cette interopérabilité, pour moi, ce sont les deux clés de voûte. Maintenant, il y a vraiment d'autres choses encore qui permettent de distinguer l'écosystème. Je voudrais déjà vous dire qu'il ne faut pas envisager à un moment donné l'écosystème Polkadot comme un écosystème qui a dit je n'interconnecte que mes propres chaînes. Ce n'est pas du tout le but en fait. Et ça j'y reviens aussi après, la relay chain à l'origine c'était pour connecter des blockchains, point. Avec de la technologie, oui, une technologie qui soit compatible avec ce qu'ils étaient en train de faire, mais il n'y avait pas de barrière à l'entrée. On n'avait pas dit non, ce ne seront que des blockchains qui utilisent telle technologie, celle que nous avons développée, pas du tout. L'idée, c'est vraiment en fait de permettre la connexion d'un maximum de choses, intramuros, si vous me passez l'expression, et aussi évidemment en externe. Et on voit déjà pas mal de projets qui se développent en la matière pour créer des ponts vers Bitcoin, vers Ethereum. C'était, je pense, aussi un des premiers objectifs et avec déjà beaucoup de succès. On en reparle un petit peu plus tard. Alors, je vous l'ai dit aussi, là clairement, l'approche multi-chain, c'est une façon de répondre au problème de la scalabilité. Quelque chose aussi de particulier à Polkadot, c'est le fait qu'ici, on est dans une infrastructure qui va partager finalement son effort de sécurité. Et c'est une chaîne comme Ethereum, une chaîne comme Bitcoin, et je vais les qualifier de validateurs, pas de mineurs, et sécurisés par ces validateurs, par ces mineurs. Dans Polkadot, le principe est le même, donc c'est-à-dire que la chaîne qui permet la connexion des différentes blockchains va être sécurisée par des validateurs aussi. Elle a sa propre raison d'être, mais elle n'a que celle-là finalement. Ça, je pourrais revenir un petit peu sur la relay chain aussi. Je ne l'ai pas mis dans la présentation ici en vous en parlant. Je me rends compte que ça vaudra peut-être la peine de dire, tiens, la relay chain, finalement, ça sert à quoi? Mais ça sert effectivement à permettre la connexion, mais aussi la sécurisation. Donc, c'est-à-dire que on a dit aux entrepreneurs blockchain, bon, écoutez, vous gérez votre environnement, vous créez votre environnement, nous, on s'occupe de la sécurité. Ce qui est pas mal parce que finalement, ça veut dire que vous avez moins de contraintes qui sont quand même des contraintes lourdes. Les contraintes de sécurité, validation de blocs, validation de protocoles, etc., sont quand même assez lourdes. Et donc, on les a mutualisées, en fait, si vous préférez. Elles sont au sein de Polkadot, elles sont mutualisées. C'est quand même fondamentalement différent comme approche aussi. Alors, vous l'avez compris, ben, là, c'est le règne et c'est vraiment une volonté, c'est de permettre de créer autant de plateformes et d'applications que possible et qu'imaginable. Alors, c'est certain que tout ne fonctionnera pas nécessairement. Il faut être réaliste. Beaucoup de projets vont se lancer, mais à un moment donné, il y a des projets qui prendront le lead. C'est une certitude, mais rien n'est immuable là-dedans, bien que ce soit de la blockchain. Les choses pourront vraiment évoluer. Il y aura toujours de la place finalement pour repartir de quelque chose et venir se connecter à cette infrastructure mutualisée. Alors, quelque chose qui est important aussi, c'est le dernier point, et puis je reviendrai à celui de la gouvernance, c'est aussi le processus de mise à jour, qui est vraiment particulier à la technologie qui gravite autour de Polkadot, qui est la technologie Substrate, et qui permet à un moment donné, donc imaginez, vous n'avez pas dans ces parachains des
des validateurs au sens mineur du terme. Mais vous verrez que vous avez quand même en fait des personnes qui vérifient le bon fonctionnement de la chaîne. Donc toutes les chaînes, elles doivent quand même à un moment donné développer ces processus, en ce compris processus de gouvernance, processus de validation, en ce compris ceux de sécurité. Et un truc absolument génial en fait dans Polkadot, c'est qu'ils ont intégré, si vous voulez, le processus de mise à jour au cœur de la machine. Je ne vais pas vraiment pas entrer dans des considérations techniques, mais là où on le sait que quand une blockchain comme Ethereum est mise à jour, il faut synchroniser finalement les mises à jour pour éviter à un moment donné ce qu'on appelle l'effet de fork. Et donc, le fork pour la fourchette, c'est-à-dire que si malheureusement, au moment d'une mise à jour, ben, assez rapidement, tous les nœuds du réseau ou une majorité des nœuds du réseau ne se mettent pas à jour simultanément, ben, vous risquez d'avoir deux chaînes qui coexistent. Le souci, c'est que quand vous avez deux chaînes qui coexistent, ben, vous avez, si on ne règle pas le problème assez vite, vous avez les mêmes tokens des deux côtés, les mêmes NFT des deux côtés aussi. Et là, ça pose de sérieux problèmes. Il y a de très bons exemples en matière de fork. Ethereum classique, évidemment, est un fork de la blockchain Ethereum sur un incident passé. Euh, donc, c'est évidemment pour ces monochains et dans leur mode de fonctionnement actuel, ils doivent être très, très, très attentifs aux mises à jour du réseau. Dans Polkadot, c'est absolument c'est différent, c'est-à-dire que vous risquez pas de fork en fait parce que déjà les nœuds peuvent travailler sur des versions différentes, mais surtout vous mettez en fait le principe, c'est véritablement de mettre les mises à jour de la chaîne au vote d'une gouvernance. Et quand le vote est acquis, donc la gouvernance a dit on fait passer la mise à jour elle se fait automatiquement dans la machine à chaud. C'est vraiment une façon de dire. C'est un peu comme si finalement vous étiez avec Windows. En général, ben, vous validez le fait que Windows gère pour vous les mises à jour. Ben, peut-être que de temps en temps, il vous dit est-ce que je peux mettre à jour, est-ce que je peux redémarrer, mais il ne vous aura pas demandé, vous pouvez le bloquer, hein, c'est vrai, mais enfin, quoique je ne suis même pas certain qu'on puisse encore aujourd'hui le bloquer, mais il ne vous aura pas demandé si vous acceptiez de mettre à jour. À un moment donné, il va mettre à jour pour vous, vous allez devoir redémarrer et ça redémarre. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si on mettait un logiciel à jour et à un moment donné, vous ne risquez pas de problèmes problèmes de sécurité ou de créer une dissymétrie dans votre réseau. Alors, il y a quelque chose aussi qui a été fait dans Polkadot qui est extrêmement important, c'est la gestion de la gouvernance. Alors, je vous avoue que je suis vraiment pas nécessairement un follower assidu des autres écosystèmes, de sorte que je pourrais commettre des erreurs en vous disant ça ne se fait pas ailleurs. Je sais que dans Tezos, il y a quand même, par exemple, des choses qui se sont faites précisément pour aussi améliorer la gouvernance, mais là, vraiment dans Polkadot, que ce soit sur la relay chain et d'une manière générale, on le voit aussi dans les premiers projets qui ont créé des blockchains indépendantes et des parachains. Il y a un effort énorme en fait qui est fait pour organiser la gouvernance online. Et quand on dit organiser la gouvernance online, c'est vraiment toutes les décisions sont prises finalement par les détenteurs de tokens de l'environnement. Donc ça peut être de Polkadot via la relay chain ou éventuellement, on en reparlera tantôt aussi, du réseau Akala qui vient d'être connecté à la relay chain Kusama, qui a lancé son réseau et qui commence à organiser la gouvernance de ces protocoles financiers. Donc, vous prenez des décisions sur les évolutions techniques, vous prenez des décisions sur l'organisation de la gouvernance, vous prenez des décisions potentiellement sur des protocoles. Et là, il y a véritablement un effort énorme qui a été fait pour l'organiser, cette gouvernance, la rendre active, la rendre transparente et appliquée à un maximum d'acteurs. On est toujours, toujours, toujours dans cette logique du pensée web, décentralisation du web. Il faut appliquer, il faut qu'ils interagissent directement les uns avec les autres. C'est déjà là, évidemment, que ça se prépare et qu'on conditionne les personnes à se comporter autrement. Alors, la relay chain, justement. J'avoue de vous dire que c'est effectivement la relay chain qui a donné naissance au parachain. Je vais peut-être commettre une erreur de langage là-dessus, parce que de temps en temps, on parle de niveau zéro. Pour moi, la relay chain, c'est pas autre chose qu'un protocole, en fait, qui va avec l'évocation maintenant que vous connaissez, c'est interconnecter ces différentes blockchains. Mais c'est vrai aussi que
sécuriser, évidemment, se sécuriser elle-même, parce qu'avant de sécuriser les autres, il faut se sécuriser soi-même. Donc, le réseau doit évidemment se gouverner, se sécuriser, assurer ses propres mises à jour, son mode de fonctionnement, ça vous vous en doutez, mais il ne fait rien d'autre finalement, cette relay chain, essentiellement, ne fait rien d'autre que son propre travail et la sécurisation et l'interconnexion des autres parachains. Et donc, pour moi, c'est vraiment finalement un protocole, une blockchain protocole qui est véritablement de niveau zéro avec des fonctionnalités des missions qui sont très, très limitées. Alors, c'est quand même cette relay chain qui a donné naissance au parachain. À l'origine, l'idée, c'était vraiment, on crée une relay chain, donc une chaîne relais, et après, bah, voilà, venez avec vos projets, on s'arrangera pour vous interconnecter, évidemment, avec des protocoles et des spécificités techniques. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, enfin, reviendrai dessus, mais ce n'est pas tellement un problème de le mentionner déjà maintenant. Vous savez que la technologie de Polkadot a été développée par une société qui a été créée aussi par Gavin Wood qui s'appelle Parity. Et donc, bon, Parity, évidemment, il y a une grosse levée de fonds qui avait été faite dans l'écosystème Ethereum en 2017, et puis on a donné des fonds nécessaires à Parity pour le développement de la technologie. Et donc, ils ont d'abord développé la technologie de cette layer 0 qu'est la relay chain, mais ils se sont dit, mais on est en train finalement de, de construire pas mal de choses, bah, autant les mettre à disposition de la communauté pour leur permettre à un moment donné de créer plus facilement leur blockchain indépendante. Et c'est comme ça que Substrat est né. Sauf erreur de ma part, Substrat, c'est vraiment pour dire c'est un substrat finalement. C'est comme si on avait extrait quelque chose de cette relay chain et à partir de de ce substrat, on a créé tout un environnement technologique pour faciliter la création de ces différentes chaînes indépendantes. Et donc, il faut quand même bien avoir à l'esprit, ça c'est vraiment nécessaire de bien comprendre, c'est Substrat n'est pas une obligation. Donc, c'est-à-dire que ce sont des outils, c'est du code, ce sont des templates, des palettes qui sont mises à disposition finalement des entrepreneurs et des développeurs. C'est une toolbox. Voilà, c'est une toolbox qui est mise à disposition des entrepreneurs pour leur permettre d'accélérer leur développement et de faciliter leur développement. Donc, vous voyez, en fait, on leur facilite chaque fois la vie. On leur facilite, on délègue quelque part. Et c'est ça qui est bien. On est vraiment dans un système de mutualisation et de délégation à ce niveau-ci aussi. On délègue finalement la sécurité à la relay chain. On met à disposition aussi finalement des templates et une toolbox pour créer plus facilement les chaînes. L'avantage étant, évidemment, quand vous utilisez les templates Substrat, bah, c'est qu'ils ont été designés pour correspondre évidemment aux protocoles techniques qui sont nécessaires pour une bonne connexion à la relay chain. Maintenant, tout ceci est absolument open source, ouvert, donc vous modifiez, vous customisez votre technologie Substrat, vos templates Substrat, comme vous le souhaitez. Et alors, c'est ça que j'avais mentionné en bas en disant tout à l'heure, si vous vous souvenez, ah ben oui, quand on écoute Gavin Wood, on crée une blockchain, il l'a vraiment déclaré, hein, il a dit, mais ça me prend 15 minutes finalement pour développer sa propre blockchain et jeter les premières bases. Alors c'est vrai, il y a des templates qui permettent d'aller très très vite, mais évidemment, bon, vous aurez seulement les bases. Vous ne pourrez pas non plus être connecté à la relay chain avec ces simples bases. Vous allez voir qu'il y a quand même d'autres étapes à passer, d'autres caps à franchir. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que quand on y regarde un peu de près, même si on se dit, ouais, mais tout ça est contrôlé, mais faciliter l'accès à la technologie, faciliter l'accès au réseau d'une manière générale, ben, c'est se donner encore un peu plus de chances d'avoir de la diversité et plus de diversité, plus de flexibilité, plus de décentralisation, on va dire, dans l'écosystème, le tout étant, je crois que je vous l'aurais assez dit, toujours au service de ce futur web. Alors, une, euh, une, une blockchain indépendante, parce que j'ai de temps en temps mentionné un petit peu le terme parachain, c'est difficile d'en parler sans parler de parachain, n'est pas parachain comme ça par elle-même. En fait,
Une blockchain indépendante, je vous le redis, vous pouvez la créer avec votre propre code, vous pouvez from scratch, on va le dire ainsi. Vous pouvez la créer from scratch, vous devez seulement, à un moment donné, respecter donc les protocoles qui sont proposés pour se connecter à la relay chain. Mais tant que cette blockchain ne sera pas connectée à la relay chain, elle reste une blockchain indépendante qui peut utiliser soit toutes les fonctionnalités que vous avez développées vous-même, soit toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles auprès de Substrat. Alors après, c'est là, comme je disais, que le parcours du combattant commence. Parce que vous ne pouvez pas arriver comme ça à dire, ben voilà, même avec Substrat, ma blockchain est prête, je voudrais la connecter, j'ai besoin d'eux. C'est un petit peu plus complexe parce que imaginez quand même que vous allez faire coexister la sécurité commune au travers de la relay chain, vous allez faire coexister au sein d'un même environnement des chaînes qui ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Donc, il y a quand même un minimum, je veux dire, de règles et de stabilité, un certain niveau à atteindre à un moment donné pour que ça puisse fonctionner de manière harmonieuse pour tout le monde. Et donc, vous allez devoir donc, vous développer d'abord votre projet et ensuite, vous allez devoir entrer en fait dans des phases de testing. Et là, il y a deux relay chain tests qui ont été créés, une par Parity, une par la communauté qui s'appelle Rococo et Cha-Cha-Cha, et vous devez évidemment opérer des tests techniques en fait sur les relay chain testnet avant d'envisager alors un dernier saut vers cette relay chain testnet ultime, donc qui va véritablement tester votre capacité à un moment donné à être connecté à la relay chain Polkadot ou à celle de Kusama. Ça, j'y reviendrai un petit peu aussi tout à l'heure, mais considérez pour le moment que c'est la même chose. Et à partir du moment où vous aurez fait vos preuves sur West End, alors là, on considérera que vous avez atteint le niveau technique qui vous permet de demander à être connecté à une relay chain. Alors, ça ne s'arrête pas là parce que qui dit connexion dit il faut évidemment avoir accès aux connecteurs. Et les connecteurs ne sont pas gratuits. Vous devez, on appelle ça des slots. Donc tout simplement, vous devez donc évidemment gagner l'accès, l'attribution d'un slot. Et si vous suivez un petit peu justement l'actualité de Dotsama, parce qu'on contracte maintenant les deux noms pour parler de Polkadot et Kusama, donc je vais me mettre peut-être à cette nouvelle norme. Donc si vous suivez l'actualité de Dotsama, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces auctions, de ces crowdloans qui sont en cours. Et donc clairement, en fait, comment est-ce qu'on gagne un slot? Ben, justement par auction. Donc, vous avez en fait par période, mais on est au tout début ici parce que les premières auctions, elles ont été lancées au tout début de l'été. Et puis alors, ils ont évalué la situation pour voir comment les chaînes indépendantes devenues parachain, puisqu'elles avaient gagné une auction, se comportaient avec la relay chain, comment elles se comportaient les unes avec les autres. Et donc, on est dans le deuxième batch finalement des auctions pour le moment, qui se terminera ici fin septembre avec 5 futurs parachain connectés donc à la relay chain Kusama. Et donc, ces auctions, elles sont organisées autour d'un modèle qui est le modèle de la bougie. Le but, c'est assez simple, c'est alors, bon, la bougie, je vais après. Le but, c'est évidemment d'être le meilleur Bider, c'est d'avoir la plus grande capacité finalement à sécuriser avec des tokens de l'écosystème votre slot. Et donc, vous allez devoir évidemment préparer votre communauté ou vos investisseurs, peu importe, mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on lance finalement des enchères pour une période d'à peu près une semaine. Le principe du modèle de la bougie, c'est que pour éviter précisément que vous n'arriviez, évidemment, parce que ça se voyait partout, hein, ça, beaucoup quand vous aviez des ventes aux enchères sur eBay et autres, en général, c'est dans les 5 dernières secondes que tout se jouait et les gens plaçaient évidemment leurs meilleures enchères à ce moment-là. Et ici, évidemment, pour éviter ces phénomènes-là, ce qu'ils ont fait, c'est que vous ne savez jamais vraiment, vous savez plus ou moins quand la flamme de la bougie va s'éteindre, mais vous ne savez pas exactement quand. Donc, de toute manière, vous êtes obligé de continuer à enchérir. Et pour enchérir, vous avez besoin justement des tokens natifs de la relay chain. Soit le DOT pour Polkadot, soit le KSM pour Kusama. Et là, soit vous les avez parce que vos investisseurs vous ont donné les moyens ou parce que vous êtes parce que vous les avez en interne, mais c'est extrêmement rare et c'est probablement pas une bonne idée non plus
parce que l'idée ici, c'est toujours faire participer la communauté, hein. Que ce soit d'un point de vue technique, c'est toujours l'idée, c'est ça, c'est la transparence, faire participer la communauté, impliquer. Donc, ce serait un peu contre-productif de proposer d'aller verrouiller des slots avec des moyens qui sont chaque fois propres au projet. Et là, on peut dire que la plupart des projets jouent véritablement le jeu. Donc, c'est un peu la guerre pendant une semaine où ils essayent de convaincre finalement les détenteurs du token natif de la relay chain de leur faire confiance et donc de leur mettre en dépôt des tokens pour la période de location du slot. Alors, ces tokens, vous ne les perdez pas, ils vous seront restitués. Ça, je reviens dans la tokenomie un petit peu plus tard, mais en tous les cas, vous les lisez, donc vous les louez pour une période qui va jusqu'à maximum 2 ans sur Polkadot. Et bien entendu, les projets vous rémunèrent pour cette contribution et votre aide. Et donc, ce qui va se passer, et ça, il faut véritablement l'avoir à l'esprit, ça fera peut-être aussi partie des questions, je l'effleurerai un peu plus tard, c'est que je vous ai dit maximum 2 ans, vous ne pouvez pas louer un slot à vie, donc ça, c'est pas prévu non plus. C'est maximum 2 ans dans Polkadot, c'est même 1 an dans Kusama. Et donc, ça veut dire que quand la période d'un an est finie, il faut faire autre chose. Donc, soit on renouvelle le slot, on appelle à nouveau les garanties, mais il faut être en mesure alors d'offrir quelque chose en contrepartie à la communauté, a priori, parce que peut-être que les modèles vont changer aussi et que la communauté dira, ben non, il n'y a pas de souci parce que d'autres incentives existeront. Dans l'état actuel des choses, en tous les cas, il faut pouvoir, on va dire, incentiver la communauté. Soit alors vous devrez vous repositionner sur d'autres modèles et il existe effectivement des solutions. Alors, euh, ça me permet, parce que là, je pense que c'était probablement le parfait sujet pour faire la transition précisément vers cette économie. On a parlé de gouvernance tout à l'heure, on a parlé de sécurisation de la relay chain, on vient de parler des auctions, on le voit clairement, les tokens natifs de l'écosystème sont vraiment des pièces maîtresses finalement pour le fonctionnement de l'environnement Polkadot et de l'environnement Kusama. Alors, il en existe donc deux relay chains. Je vous le redis encore une fois, mais vraiment, Polkadot et Kusama, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est assez logique. Les auctions, le développement qui est en cours autour des parachains se fait dans Kusama. C'est exactement la même logique que l'historique tout à l'heure. Je vous ai dit, elle est un petit peu plus early. Et donc, où est-ce qu'on teste? Mais on teste d'abord sur Kusama. Alors, j'ai volontairement dit test pour vous dire, mais ce n'est pas une chaîne de test. C'est pas une chaîne de test parce que revenez aussi un cran en arrière. Je vous ai dit, avant de pouvoir vous connecter, vous avez besoin de passer par différentes phases de test sur des relay chain testnet. Euh, et, euh, et là, clairement, on ne vous aurait pas mis autant, je vais dire, d'obstacles sur le chemin de la connexion à la relay chain si Kusama était simplement un testnet de Polkadot. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une blockchain à part entière qui aura ses projets. Il y a des projets que vous ne retrouverez que sur Kusama, que vous n'aurez pas sur Polkadot, parfois sur les deux. Ça dépend un petit peu. Et donc, le DOT pour la relay chain Polkadot, le KSM pour la relay chain Kusama. Parlons d'autres exclusivement maintenant. À quoi est-ce qu'il va vous servir? Il a vraiment 3 vocations essentielles. Et il y en a, en tout cas, une qui est vraiment pour moi spécifique à l'écosystème de Tsama, c'est le bonding. C'est précisément ce dont on vient de parler dans le cadre des auctions, le fait qu'à un moment donné, vous mettiez à disposition d'un projet pour que celui-ci puisse acquérir un slot, vos tokens, pour une période déterminée. Donc, pour se connecter, pour sécuriser leur slot, les projets ont besoin de ces tokens. La durée de location est de maximum 2 ans. Et donc, ces opérations, c'est à ça surtout que je voulais venir ici, parce que le principe, je pense que je voulais quand même déjà assez bien expliqué, sont appelés des IPO, pour Initial Parachain Offering. Et ce qui est important ici, c'est qu'il faut vraiment distinguer ça des ICO alors, il existe aussi d'autres termes, mais de manière globale, les ICO que les personnes connaissent bien, qui sont des Initial Coin Offering.
quand vous participez à une ICO, au financement d'un projet, vous donnez en fait vos tokens. Donc, vous le financez, vous recevez certes quelque chose en retour, mais vous le donnez. Vous ne retrouverez pas vos Ethers, vous ne retrouverez pas vos stablecoins. Ces données, vous aurez quelque chose en échange. Quand vous mettez vos tokens natifs de Polkadot Kusama à disposition d'un projet, c'est pour une période de leasing. Vous les retrouverez en retour à la fin de cette période de leasing. Et ce n'est pas du chef du projet, c'est automatisé. C'est-à-dire que le slot est sécurisé par la relay chain. Il n'est pas sécurisé par l'équipe projet. L'équipe projet, elle ne reçoit pas vos tokens. Ils sont simplement mis à un moment donné en garantie sur le slot et gérés par la relay chain. Donc, c'est une certitude, vous allez les recevoir en retour. Et vous recevrez évidemment en retour aussi le rewarding qui vous a été promis par les différents projets. Et donc, comme je vous l'expliquais, et c'est ici peut-être que je vais l'expliquer, ces périodes de leasing ont une durée limitée. Je pense qu'à peu près tous les projets vont essayer de tirer un maximum sur la corde, donc d'aller toujours au maximum finalement de cette durée de location. Mais au final, quand la location n'est plus, il faudra trouver une autre solution. Et donc, l'autre solution, c'est effectivement soit se relancer dans l'auction d'un slot. Ce n'est pas un problème en soi, mais ce n'est peut-être pas possible non plus. Alors, ce qui a été imaginé ici, dans un premier temps, c'est que vous pouvez aussi vous connecter à la relay chain en mode deep parathread, c'est-à-dire que vous n'avez pas une connexion permanente à la relay chain. Vous avez les mêmes fonctionnalités. La sécurité n'est pas la même. En fait, vous utilisez la relay chain pour faire passer vos messages. Vous utilisez la relay chain pour les instructions et les interactions, pour toutes les instructions qui vous sont nécessaires et pour toutes les interactions que vous voulez mettre en œuvre avec le reste de l'écosystème. Et donc, en fait, vous payez finalement, vous payez à l'usage. Quand vous utilisez la relay chain, vous payez. La porte s'ouvre, la porte se ferme et à chaque fois, vous payez. Alors, vous me direz, oui, mais ça peut coûter cher, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est comme ça maintenant. Je pense que autant au sein de la communauté que de parité de la Web3 Foundation, tout le monde est au courant qu'on ne peut pas dire, OK, il y a de gros projets qui sont déjà en cours de développement et qui ont le statut de parachain comme Akala, comme Moonbeam. Vous pouvez pas dire à Moonbeam dans 2 ans, bon, c'est terminé, on est à la lumière. Je ne dis pas qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir un slot, mais ça refera que 2 ans, et puis 2 ans, puis 2 ans, et dans 10 ans, je ne sais pas exactement comment ils vont faire non plus. Je crois que vraiment les choses, à un moment donné, elles vont évoluer aussi, parce que l'interopérabilité, techniquement, entre les chaînes, elle devrait être possible sans la relay chain. D'autres choses qui sont dans le pipeline au sein de l'écosystème, on le voit souvent, c'est que une chaîne pourrait être la relay chain d'autres chaînes et créer ainsi finalement des effets d'engrenage et des interconnexions qui vont bien dépasser le cadre de ce que je viens de vous expliquer maintenant, mais dont je ne peux pas vous parler parce qu'on ne sait pas en fait. Mais c'est une certitude que ça ne peut pas se finir ainsi, ça n'a pas été conçu pour se finir ainsi. Donc, ça, c'est le début. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et puis, je pense que les choses, elles évolueront évidemment avec le temps. Différentes voies sont possibles, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, une autre fonctionnalité très importante, évidemment, de votre token natif, je vais quand même regarder un peu l'heure parce que, dites, ça fait déjà quasi 1 heure que je parle, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je vais essayer, il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir un petit peu. Moi non plus, en fait. Hein, Je suis désolé. j'ai pas été assez vigilant pour ouais. Vas-y, continue un petit peu. La tokenomie, oui, la tokenomie, je peux vraiment pas passer dessus, mais le reste, je devrais pouvoir accélérer et clôturer en 5 minutes. Mais le staking, de toute façon, ce sera assez facile, je pense, pour moi de vous l'expliquer. Donc, c'est une relay chain, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a des choses qu'elle doit organiser, elle a des choses qu'elle doit sécuriser. Donc, elle a besoin, évidemment, pour fonctionner correctement, de se reposer sur un mécanisme de consensus qui est solide. Et donc, déjà, ce consensus, il a été développé d'une part, et puis après, il est garanti par des validateurs, l'équivalent finalement de vos mineurs enfin, ce ne sont pas les votes, mais de nos ou des mineurs dans Bitcoin et toujours dans Ethereum actuellement. Ce sont vraiment les titulaires d'infrastructures qui vont assurer la sécurité de la relay chain. Alors, le principe, en fait, parce que ça, je pense que vous connaissez quand même un tout petit peu, je viendrai sur ce qui est plutôt à droite juste après, c'est que le type de consensus au sein de Polkadot, c'est un nominated proof of stake.
Ça veut dire que vous avez des validateurs, mais pour pouvoir fonctionner à un moment donné, ben, une fois de plus, les validateurs, ils vont avoir besoin de vous. Vous allez mettre en staking vos tokens pour leur permettre finalement de jouer leur rôle. Parce que eux-mêmes, ben, chaque fois qu'ils vont accomplir une tâche de sécurisation sur la relay chain, ils vont mettre les tokens dont ils sont les dépositaires. Alors, il y en a peut-être une partie qui sont les leurs. Il y en a qui ont carrément aussi créé leurs validateurs avec des tokens qui sont exclusivement les leurs, mais la plupart du temps, de nouveau, à l'application, un maximum de monde, et puis tout le monde n'a pas les moyens non plus d'avoir suffisamment de tokens pour participer à ce processus de sécurisation. Et donc, ils vont mettre en jeu vos tokens finalement. Et ben, là, vous aurez très vite compris que ben, si vous vous comportez mal, on dit vous êtes slashé, donc vous êtes écarté, vous êtes puni. Vous êtes puni, ça veut dire que là, techniquement, ben, vous perdez une partie de vos tokens et potentiellement, vous en faites perdre aussi aux personnes qui vous ont nominé. Donc, tout le monde est solidaire là-dedans. Alors, tout le monde est solidaire pour le pire comme pour le meilleur. La chance, c'est que la plupart du temps, ce n'est que le meilleur. Vous êtes évidemment, vous mettez vos tokens en dépôt auprès d'un validateur qui assure la sécurité de la chaîne, Nominated Proof of Stake, et vous recevez évidemment une rémunération en retour, comme les validateurs en reçoivent une aussi. Alors, vous le voyez, ça, je vais quand même vous le dire. Je vous ai bien dit en fait que dans les blockchains, la sécurité est partagée, donc vous ne retrouverez pas nécessairement des validateurs dans les blockchains futures parachain ou peut-être jamais parachain, parce que je pense qu'il y a des blockchains qui fonctionneront aussi sans être parachain. Là, vous avez d'autres rôles en fait. Les collateurs servent à ça, c'est-à-dire que vous avez quand même dans ces projets et dans ces chaînes des personnes qui surveillent le réseau, qui surveillent le bon traitement des informations, la collecte des informations, la mise en ordre des informations, la mise en ordre des blocs, la construction des blocs avant que ceux-ci ne soient sécurisés par la relay chain. Et ça, c'est le rôle des collecteurs. Ce sont un peu, si vous voulez, les validateurs. Ils sont à la relay chain, ils sont à la parachain, ce que les validateurs sont à la relay chain, mais pas avec cette fonction de sécurité telle qu'elle est conçue dans la relay chain. Alors, vous pourriez rajouter aussi une fonctionnalité supplémentaire, c'est des fishermen. En gros, eux pourraient aussi jouer un rôle de surveillant de ces collecteurs pour s'assurer à un moment donné que les processus au sein de la chaîne indépendante, de la parachain, sont très très bien gérés. Et là, pareil, de nouveau, on en revient, ben, vos collecteurs précisément vont mettre en jeu des tokens que vous pouvez leur confier et tout le monde participe à nouveau à la sécurisation de cette parachain ou de cette chaîne indépendante avant qu'elle ne soit resécurisée par la relay chain. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a une application énorme, en fait, de la communauté et des détenteurs de tokens via la fonction de staking. Et enfin, mais la fonction de gouvernance, là, je pense, aller assez vite aussi. Euh, on sait faire énormément de propositions, en fait, au conseil. Donc, les utilisateurs et les détenteurs de notes peuvent faire énormément de propositions pour du changement au sein du mode de fonctionnement de Polkadot et de Kusama. Quand vous faites des propositions, vous devez mettre vos tokens en garantie. Voilà. Donc, vos tokens vous servent à ça. Vos tokens vous servent aussi à ça, devrais-je dire. Vous les utilisez à un moment donné, soit pour faire une proposition, appuyer une proposition, ou pour voter. Il y a quelque chose qui est assez sympa, mais on va encore, et on aura justement au sein de Polkadot Francophonie le mois prochain un gros débat sur les problématiques de gouvernance, parce qu'on voit que c'est très difficile d'aboutir à un mécanisme qui soit parfait. Ici, quand même, ayez à l'esprit que vous me direz, bah oui, mais bon, tout le monde sait qu'il y a des baleines dans ces écosystèmes, donc ils arrivent, ils proposent, ils votent, terminé, ils écrasent tout le monde, on n'en parle plus. Ils ont mis en place un système, bon, probablement perfectible au sein de Polkadot, mais vous pouvez en fait jouer sur une timeline un peu plus longue. Donc, c'est-à-dire que si vous avez moins de tokens, vous les verrouillez pour soutenir votre vote plus longtemps. Et donc, vous contrebalancez en fait la faiblesse du nombre de tokens que vous avez à disposition par une période de locking, de blocage, qui sera beaucoup plus longue. Et ainsi, ben voilà, vous pouvez avoir plus de poids dans le vote. Alors, il faut encore énormément batailler, évidemment, pour appliquer, pour faire en sorte que les gens votent. Mais le système, il est là, il fonctionne. On a Polka Assembly, des propositions sont faites, il y a des échanges qui sont faits, les motions sont mises au vote. Et elles sont très bien suivies, les motions. On a un return sur ce qui est voté, elle passe, elle ne passe pas. Beaucoup de communication finalement autour de cette gouvernance, la façon dont elle fonctionne et les résultats qui sont obtenus par son activation. Alors,
Je vais aller vraiment plus vite pour vous dire que on a parlé de chaînes indépendantes et je vous ai dit le but c'est diversité, c'est autant finalement la diversité dans les entrepreneurs, les créateurs de projets que dans les matières qui vont être traitées. Finalement, avec une blockchain, déjà, si vous créez votre propre blockchain, vous le savez, vous pourriez inventer à peu près tout et n'importe quoi. Mais avec Substrat, vous avez déjà aussi une palette d'outils qui vous permettent vraiment de vous connecter ou en tout cas d'utiliser la technologie blockchain dans des segments de la vie réelle des entreprises, de l'institutionnel assez divers. Alors, il y a déjà évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours. Il y a déjà des projets qui sont connectés à la relay chain Kusama. Et là, vous voyez, bon, on est arrivé, Akala était le premier, c'était une nécessité absolue, on le sait, il y a un gros mouvement qui s'est créé autour de la blockchain à propos de la finance décentralisée. Donc, Akala a amené dans l'écosystème blockchain une solution de finance décentralisée, euh, une fois de plus gouvernée par la communauté. Euh, je viendrai sur Moonbeam à la fin parce que c'est vraiment très important. Trust Network fait une proposition de data storage basée sur la technologie Substrat. Et là, alors Moonbeam, c'est vraiment un projet, mais il en existe d'autres aussi, comme Astar. Il y en aura plusieurs en la matière, mais Moonbeam est probablement était le premier sur ce segment-là pour créer en fait des liens entre l'écosystème Ethereum et l'écosystème Polkadot. Donc Moonbeam a développé finalement, puisqu'ils sont devenus parachain, une parachain au travers de laquelle vous pouvez apporter tous vos développements Solidity dans Polkadot. Ça, il faut quand même bien reconnaître que c'est bien joué parce que, et c'était une nécessité, pas surprenant, qu'il soit fortement soutenu par la communauté parce que ça facilite évidemment énormément l'adoption de ce nouvel environnement pour des gens qui ont parfois développé très dur et pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, des choses complexes dans Ethereum. Tout recommencer, on ne code pas en Solidity dans Substrat à la base. Mais là, ils ont quand même permis alors à ceux qui ont tout un portefeuille Solidity de le reprendre quasi tel quel alors et de l'apporter dans l'écosystème Polkadot. Ça, c'était vraiment important et ça fonctionne. Alors, Kusama, mais très rapidement, le canari, c'était le canari véritablement, on l'appelle parfois le cousin, mais c'est le canari qu'on jette dans la mine et avec l'espoir qu'il remonte. S'il ne remonte pas, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné, donc on recommence. C'est ça vraiment l'idée de Kusama. C'est la même technologie que Polkadot, mais ils sont plus flexibles et plus mobiles, donc ils font leur mise à jour plus vite, ils s'octroient plus de risques et ils visent moins la stabilité, ils s'octroient plus de risques et plus de risques aussi, ils acceptent plus facilement aussi le risque de plantage à un moment donné, mais clairement, c'est la même sécurité, c'est les mêmes processus, c'est la même technologie, ce sont les mêmes personnes et donc vous aurez énormément de projets qui vont faire des choses parfois beaucoup plus early et même peut-être aussi très amusantes sur Kusama qu'à mon avis on aura plus de mal alors à porter dans l'écosystème Polkadot. Derrière tout ça, il y a deux grandes structures. C'est la Web3 Foundation qui a été créée par Gavin Wood et sa bande, devrais-je dire, donc les personnes qui étaient vraiment à l'origine de la création de Polkadot. Ce ne sont pas des grosses structures, mais très actives. Web3 Foundation, le but, c'est vraiment organiser la communauté Polkadot, promouvoir Polkadot. On est vraiment plutôt sur l'aspect communication, marketing, organisation, ou alors plutôt animation de la gouvernance, toutes ces choses-là. De l'autre côté, vous avez vraiment la structure de développement qui est Parity, qui est à Berlin. La Web3 Foundation est en Suisse, Parity est à Berlin. Et là, alors, c'est vraiment Parity qui aussi avait été créé et financé au début, qui a développé toute cette technologie Substrat. Mais depuis lors, évidemment, la communauté a grossi. Il y a encore beaucoup de choses qui viennent de Parity, mais avec le temps, on va véritablement voir les curseurs glisser et voir beaucoup plus et constater beaucoup plus d'équilibre en fait entre les apports de la communauté et tout ce que Parity a fait jusqu'à maintenant. Mais évidemment, c'est une équipe très solide, une société qui fait énormément pour l'accélération et la solidité du développement au sein de l'écosystème. Je vous ai glissé dans la présentation, vous pouvez la partager, vraiment les main links. Et il me reste à vous dire merci. Voilà, j'ai vraiment pu accélérer sur la fin.
c'est nous on te remercie hein, grandement. Alors, juste peut-être, je vois pas forcément beaucoup de questions. Tu parlais de token economy à un moment donné. Tu voulais peut-être dire en quelques mots, parce que élaborer un petit peu sur le concept de la token economy, ou tu as dit ce que tu voulais dire ou... De la token économie, quand j'en ai parlé de... Ici, je vais dire les fonctionnalités, la façon évidemment dont la tokenomie en fait se développe au sein... C'est vraiment particulier ici au sein de Polkadot Kusama, c'est peut-être ce que je pourrais rajouter, parce que vous avez... Enfin, vous allez toujours constater, c'est toujours la même chose. Il y a énormément d'applications et finalement d'interactions entre les différentes composantes de l'écosystème, mais entre les tokens aussi. C'est ça qui est amusant. Tout se mélange finalement, tout interagit les uns avec les autres. Alors, il y a quelque chose, il y a une question à se poser à ce moment-là. C'est ça dont je voulais parler. D'accord, mais on se retrouve alors avec des tokens qui sont un petit peu sur toutes les chaînes ou quatre aux quatre coins de la galaxie Polkadot, et comment est-ce qu'on va les faire passer d'une chaîne à l'autre. Et c'est ça qui est absolument, je pense aussi révolutionnaire dans le développement de cet écosystème. Ils sont en train de développer un protocole. On va appeler ça un protocole de cross-messaging. Donc, c'est vraiment en fait pour faire passer, simplement, on peut le dire ainsi, pour faire passer des messages d'une blockchain à une autre. Parce que je pense que ce protocole, à un moment donné, permettra aussi de faire passer des messages en dehors de ce qui a été construit avec Substrat. Mais on n'en est pas encore là parce qu'il faut déjà le développer ici dans l'écosystème Polkadot. Il fonctionne. Hein. Il y a des choses qui se font, mais là où on a l'habitude de créer à un moment donné des bridges entre les différents écosystèmes, ici, c'est fondamentalement et des bridges, donc ça veut dire vous recevez des tokens et de l'autre côté de la frontière, donc quand vous arrivez quand vous arrivez dans notre écosystème, on vous recrée finalement l'équivalent et on fait en sorte toujours qu'on ait un équilibre entre le bridge d'un côté de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Ici, ça va véritablement fonctionner différemment, c'est que grâce à ces messages à un moment donné, les chaînes vont pouvoir se piloter les unes les autres. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir créer leur valeur dans un autre environnement qui est le leur et à partir de leur environnement, piloter elles-mêmes ces valeurs. Et donc, ça veut dire que même si finalement on se retrouve, parce que physiquement, c'est clair, un token ne sait pas sortir de son environnement. Vous ne sauriez pas, vous ne savez pas. Pensez Ethereum, c'est à peu près la même chose ici. Quand vous créez un token dans Ethereum, vous créez c'est un programme. Donc, c'est un programme qui avec des fonctions et vous appelez ces fonctions qui vont permettre à ce token de faire un certain nombre de choses. Et soit à un moment donné, vous recréez le même programme dans un autre écosystème quand vous n'êtes plus dans le vôtre pour refaire la même chose, mais alors de toute façon, c'est un deuxième token, mais ils ne savent pas sortir, c'est digital, ils sont reliés finalement à leur contrat, ils sont reliés à ce qui les a créés. Et bien, grâce précisément à ce qui est en train de se développer ici, mais on va quand même pouvoir le faire. On ne va pas véritablement, je ne devrais pas dire physiquement parce que ce serait digital, on ne va pas digitalement les déplacer, mais on va quand même en fait leur permettre d'exister en étant pilotés par leur chaîne d'origine sur d'autres blockchains. Et donc là, vous allez avoir, et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est vous dire ici, on est en train, il y a la première parachain qui a été lancée sur Kusama, et donc sur Polkadot aussi, a été créée par Parity, normal. Créée, testée par Parity, c'était leur job finalement. Et ils ont fait, elle s'appelle StateMine. Et StateMine a pour vocation potentiellement de créer tous les tokens de l'écosystème Kusama. Idéalement, alors pas votre token natif, c'est un petit peu plus problématique. Pensez toujours que votre token ne vous sert pas que à interagir avec un protocole, à créer des NFT ou POKES, mais aussi à faire de la gouvernance, du staking. Si vous l'avez sous StateMine, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc ça, vous en avez besoin chez vous, mais potentiellement après, vous pouvez avoir d'autres tokens qui sont utiles dans les applications que vous développez. Et donc l'idée, c'est de créer les tokens essentiellement et même les NFT sur cette chaîne, mis à disposition de toutes les autres, grâce à ce protocole, en fait, finalement, XMP. Et ça, je vais dire, en matière justement de gestion de la tokenomie, de faire passer finalement ces actifs digitaux d'une chaîne à l'autre, de les faire interopérer entre les différentes chaînes, c'est vraiment
pour moi révolutionnaire. Il y aura peut-être des choses qui arriveront après, mais là, c'est vraiment, là, c'est un autre monde. Et ça fit parfaitement bien, ça correspond vraiment parfaitement bien avec cet objectif de permettre justement toutes ces initiatives, l'interaction, les échanges. On est dans l'échange tout le temps, quoi. On n'est pas jamais dans un circuit fermé, jamais cloisonné. Il y a des limites clairement techniques, mais il y a vraiment des angles d'ouverture qui sont créés à un moment donné pour les faire tomber sous une forme ou sous une autre. Ok, non, très clair. Merci encore, hein. Après, j'avais peut-être plus une question. Alors, tu l'as parcouru tout le long de la présentation sur le positionnement de Polkadot vis-à-vis de des 10 premières cryptos en termes de market cap, donc des 10 premiers projets crypto majeurs. Alors, on a parlé d'interopérabilité, hein, c'est clair. J'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais peut-être élaborer sur... alors, moi, j'ai une question peut-être assez précise sur, par exemple, est-ce qu'il y a des frais de gaz, typiquement? Question assez basique sur, par exemple, si on... C'est une J'imagine... très Ouais. bonne question. Je sais pas, non, mais... Ouais. Minime, évidemment. Ça, c'est aussi une véritable révolution par rapport aux autres écosystèmes. Les frais de transaction sur Polkadot sont vraiment minimes, minimes, minimes. D'accord. Alors, on a évidemment toujours la possibilité, donc quand on disait indépendance, de nouveau, c'est une question qui va permettre de rebondir sur énormément de choses. Quand on disait indépendance, quand j'ai dit vous créez votre blockchain avec vos règles, dans vos règles, il faut inclure effectivement, vous créez vos gaz comme vous avez envie. Et vous pouvez permettre finalement le paiement de ce gaz avec ce que vous avez envie d'autoriser, en ce Ouais. compris des choses qui viennent d'une autre chaîne. Et Mhm. donc, dans l'état actuel des choses, parce que, alors ça, il est vrai, c'est dû, je pense, à l'architecture vraiment technique et au choix de WebAssembly. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais essayer. Vous savez que pour faire fonctionner Ethereum, on parle souvent en fait de la machine EVM, Ethereum Virtual Machine, finalement, qui est un compilateur de code qui va adapter le code que vous allez écrire en Solidity pour qu'à un moment donné, il puisse être exécuté sur la chaîne Ethereum. Ouais. Parce que bon, Ethereum, la chaîne en elle-même a décentralisé des blocs. Elle ne sait pas lire du Solidity. Donc, on en arrive finalement à créer des bytecode. Et la Polkadot, Parity, Substrat, je ne savais pas vraiment par quel bout je devais le prendre, on fait un choix technologique différent qui est plutôt de se diriger vers, pour cette fonctionnalité équivalente à l'EVM, vers du WebAssembly, qui nécessite aussi alors d'utiliser des langages qui sont différents parce qu'ils doivent être compatibles avec ce compilateur. Mhm. C'est pour ça en fait qu'on retrouve notamment dans l'écosystème Polkadot Substrat beaucoup de Rust, mais ces langages, je pense, sont plus efficaces. Et les machines tournent plus vite. Elles sont moins consuming, elles sont moins énergivores en termes de computing, voilà, computing énergie. Et donc, pour le coup, il faut reconnaître que pour l'instant, en tous les cas, ce qu'on en voit, c'est que voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de computing power pour faire tourner des opérations dans les différentes chaînes et dans nos chaînes respectives. Donc, du coup, les gaz sont faibles. Et je pense que ça va se maintenir en l'état précisément parce que cette technologie, pour moi, elle était potentiellement plus efficiente. Alors, une fois de plus, à mettre en relation avec le fait que vous êtes maître chez vous, si vous décidez à un moment donné de modifier vos palettes substrates et de mettre les gaz à fond, Oui, ouais, ouais. on Oui, va oui, c'est dire ça. et Ça... d'accélérer, libre à vous, mais je ne suis pas certain que le Ouais. succès sera au rendez-vous. Mais là, c'est véritablement incomparable, dû à la technologie, dû à la technologie, son efficacité, dû aussi dans l'état actuel des choses, aux choix qui sont opérés par les créateurs de projets, les entrepreneurs. Une autre petite question sur les tendances sur les cas d'usage aujourd'hui qui se développent sur Polkadot. Bon, en ce moment, il y a quand même un énorme boom sur les NFT, bien sûr, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux un peu élaborer sur les projets en ce moment qui Bien sont sûr. en... Ouais.
Alors, comme je vous le disais, c'est pas étonnant, évidemment, qu'on ait commencé avec la finance décentralisée. Euh, Après je me permets de t'interrompre parce que peut-être que ce qu'on avait aussi envisagé, c'est peut-être dans un deuxième temps, une deuxième conférence, de faire venir certains projets. Donc on en reparlera, j'imagine. Donc tu peux faire peut-être un petit teasing. Un petit teaser, oui, tout à fait. Mais je l'avais bien vu ainsi, parce Très bien. qu'effectivement, nous avons, et c'est une très bonne idée, comme je l'avais déjà expliqué, donc au sein de Polkadot Francophonie, nous regroupons tous les ambassadeurs des différents projets, dont ceux d'Akala. C'est pas étonnant parce que que la finance décentralisée ait eu finalement les premiers honneurs, je vais dire ainsi, parce que quand je me souviens, il y a un an d'ici, on disait, mais bon, voilà, les investissements font là, il y a un intérêt, une appétence énorme pour ce qui est en train de se construire en matière de finances décentralisées, parfois des institutions aussi. Donc ça, c'était vraiment, on a des choses qui se créent. Alors, la finance décentralisée, c'est pas que des protocoles, c'est aussi des bridges pour amener Bitcoin dans l'écosystème Polkadot, pour amener de l'Ether, pour créer des pools de liquidité. C'est beaucoup de choses qui tournent autour de la finance décentralisée. Ce n'est pas une seule application. Et il va encore en venir aussi. Euh, alors, le deuxième, c'était vraiment, il y a eu un gros effort qui a été fait sur le fait aussi de permettre l'apport de ce qui se crée dans Ethereum. On voyait vraiment tout de suite, on a vu tout de suite en fait la volonté de créer l'ouverture et de faire en sorte de dire on crée le pont vers Ethereum. Et donc ça a généré pas mal de projets aussi. Et puis alors maintenant, par exemple, il y a un protocole pour la gestion des identités qui vient d'obtenir aussi un slot. Ça date de cette semaine qui s'appelle Kilt. Il y a évidemment une chaîne qui est en train de se développer et qui se spécialise dans la gestion des NFT. Il y a, c'était un peu inévitable, Metaverse qui est en train de se créer à la mode des Centraland. D'accord. On a le sandbox aussi, oui, qui s'appelle BitCountry et ils avancent très très vite. Il y a aussi d'autres types de projets, c'est assez amusant. Je vous ai parlé de Crust tout à l'heure. Alors, voilà, on sait, le stockage décentralisé, c'est pas simple, honnêtement. Quand on rentre véritablement dedans, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de problèmes techniques. Je pense que beaucoup de gens connaissent le protocole IPFS. Mhm. Si- Quand on y travaille avec IPFS, on ne fait pas nécessairement que des heureux. Et donc, par exemple, vous avez Crust qui est en train de développer une alternative qui devrait être particulièrement bien alignée, on va dire, sur les exigences techniques de l'écosystème Polkadot. À voir évidemment comment ça va aller. Alors, vous avez un projet qui se lance vraiment dans l'IoT et qui essaye d'utiliser précisément le potentiel de la blockchain à un moment donné pour assurer la traçabilité ou le bon fonctionnement de réseaux connectés. Là, c'est Robotomix, je Ah pense, de oui, mémoire. Voilà. ouais, Je suis pas sûr de ouais. pas. Oui. Ça me dit quelque chose. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je vois encore, je réfléchis tous les projets que j'ai vu passer, mais il y a une adresse, et ça, je peux vous la glisser aussi. Vous savez, il y a plus de 300 projets, je crois, en cours Ouais, ouais, maintenant j'imagine. sur Polkadot. Mais clairement, on voit quand même on est parti sur ces bases de je gère les ID. Il y a des projets de gouvernance Mhm. qui sont lancés aussi. Je gère les ID, je gère la data, je gère les tokens, Mhm. j'ai de la finance décentralisée, et puis d'autres choses. Et on verra, alors il y a de l'assurance aussi qui est en train de se Mhm. développer. Mhm. On va voir arriver aussi, à mon avis, des projets autour de la santé. Je crois que Kusama, c'est un step. Il faut bien comprendre que quand je disais tout à l'heure, c'est une parachain un peu plus early, je ne serais pas surpris. Les gens testent ici et vont faire parfois des choses, c'est pas péjoratif à ce que je vais dire ici, mais potentiellement un peu plus folles. Quand Polkadot va être Mhm. lancé, je crois qu'on pourrait retrouver aussi des projets beaucoup plus institutionnels parce que la Mhm. vocation et l'objectif de Polkadot, c'est vraiment la stabilité, Mhm. un environnement véritablement de confiance pour que Mhm. voilà, des projets qui nécessitent et qui ont ça comme Mhm. exigence puissent s'y développer. Alors, je ne serais pas surpris à un moment donné de voir des choses un petit peu plus institutionnelles se développer autour de la santé, peut-être avec des Mhm. partenaires institutionnels autour des CBDC, des monnaies, etc. Mhm. Ouais, je vois. Mais là, en termes de maturité, si tu me poses la question de la maturité maintenant, la tendance, là, je dirais, je ne les sens pas, moi, en tout cas, en l'état actuel des choses. Mais ils Mhm. viendront, ils viendront.
Et, Mhm. et Polkadot lancera probablement sa relay chain en mode piano fin de cette année, début d'année prochaine. Et une fois de D'accord. plus, quoi, il faudra voir un peu comment ça évolue. Mais d'ici quelques mois, alors on commencera à y voir clair et à voir probablement d'autres types de projets aussi Mhm. se connecter à cet écosystème. Et Voilà. une question de Yann, Yann Le Floch, sur peut-être des idées pour faire du quick money. Bah, c'est, disons que là, alors, ceci n'est pas un conseil financier. Je suis un très mauvais financier, hein. J'ai soutenu pas mal de projets parce que j'aime les projets en fait. Donc c'est mon approche. Maintenant, c'est clair que quand vous entrez très tôt dans des écosystèmes et notamment sur le segment des auctions, donc ces fameux slots alisés et que vous prêtez vos tokens et les effets de return au début potentiellement peuvent être extrêmement intéressants pour ceux qui à un moment donné cherchent à envisager, je vais dire, le rentrer ou le rentrer dans cet écosystème sous cet angle-là. Maintenant, moi, je conseillerais toujours vraiment de regarder les projets d'abord et de le faire. Moi, je n'ai jamais été déçu de le faire vraiment parce que je croyais dans ce que le projet pouvait apporter. Ouais, ouais, c'est Ça fit ça. souvent Mm, aussi avec les besoins de l'écosystème. Et pour le mm, coup, ce sera peut-être pas tout de suite, mais ce sera fort plus tard. Voilà. mm, Parce qu'il y a mm, de très, 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 très beaux projets dans Polkadot. Ça, mm. c'est incontestable. Ah, mais on va regarder. Peut-être si tu peux nous envoyer un lien là, ou poster sur le lien LinkedIn ou en tout cas Oui, je mais le je peux, bah, posterai. si je peux, Si- si tu me laisses, si tu parles un peu, je peux vite regarder et le poster ici parce que je suis obligé d'aller chercher dans mes favoris. Non, mais après, dans tous les cas, je pourrais le reposter par la suite. Et une autre question, c'était par rapport à le secteur de l'immobilier. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose à un moment donné dont on a parlé, au même titre que les assurances, hein, tu sais, enfin, c'est pas encore tout à fait, ça n'a pas eu un énorme boom, la tokenisation de manière générale, mais particulièrement sur l'immobilier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et si, est-ce que tu as, sur Polkadot particulièrement, je sais pas s'il y a des sujets qui sont sortis ou. Il y a clairement un intérêt de plus en plus pour créer, parce que là, on a parlé beaucoup de bridge et de pont entre les différents Ouais, écosystèmes blockchain. On a aussi parlé du fait qu'à un moment donné, ce serait pour pousser le web. Donc, ouais, inévitablement, il va un peu falloir aussi se tourner vers l'économie et la vie réelle à un moment ouais, donné ou à un autre. Et ça, les gens en sont absolument conscients. ouais. J'ai pas, dans l'état actuel des choses, j'ai pas, moi, en tous les cas, identifié un projet qui Ouais. était vraiment focus sur l'immobilier. En revanche, ce que j'ai identifié, c'est que il y a beaucoup de projets qui travaillent sur la solidité juridique et économique des tokens. Euh, et Oui, ah oui, c'est essentiel parce que là, précisément, si on commence, si on veut envisager la question de l'immobilier, de quoi est-ce qu'on parle? Mais tu auras peut-être d'autres idées. La tokenisation d'un immeuble, l'acheter, mais pourquoi pas aussi envisager la gestion, la gouvernance, c'est ça, et pas ouais. seulement d'un immeuble. Donc, il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Mais précisément pour permettre ça, on va devoir être capable de sécuriser juridiquement et économiquement Hmm, ces tokens. Et il y a beaucoup dans. Je suis pas certain en fait que dans Ethereum, mais ça fait trop longtemps que je ne suis plus connecté à hmm, Ethereum, très honnêtement, hmm, pour me prononcer là-dessus. Je suis pas certain que moi j'avais pas croisé en fait des projets tels que ceux-là dans Ethereum hmm, avant de basculer 100% dans Polkadot. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a cette tendance par rapport à ces projets tels que les NFT, des immobiliers, à un moment hmm, donné, hmm, d'être plus proche hmm, des contraintes, des contingences de hmm, l'économie réelle. d'accord. Mais il n'y a Hmm. pas encore un projet qui dit bon, je tokenise et j'organise de la gouvernance autour de biens Ouais, immobiliers. Mais ouais, mais je pense que ça viendra. ouais, c'est Et après, pour moi, c'est une question. ouais, mais pour moi, c'est absolument, c'est à faire, hein. Voilà. Oui, c'est ça, Je c'est veux une pas dire que question c'est nécessaire, c'est à faire. Exactement. Mm. Juste une question de timing, quoi. Voilà, exactement, oui, tout à fait, oui, une maturité. Hmm. Mm. Bon, mais excellent. Bah, écoute, encore merci beaucoup, hein, David, pour cette présentation de grande qualité et puis enfin, côté pédagogique qui était essentiel pour cette communauté quand même plutôt non technologique, non technique, hein. Donc, encore merci, merci beaucoup. Et Avec puis, grand j'espère plaisir. à très bientôt pour une prochaine session, notamment autour peut-être de projets
que peut-être tu auras l'occasion de nous présenter et puis de faire témoigner, enfin, qu'on pourra organiser par la suite, je sais pas. Oui, on a énormément ça. Je vous invite. Bon, nous, évidemment, nous sommes spécialisés Polkadot. Ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Mais on a effectivement une communauté qui grossit ici. Il y a beaucoup, beaucoup de talents. Ça, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actives, beaucoup de talents en France. On espère aussi, via Polkadot Francophonie, organiser des événements majeurs ici pour bien placer finalement la France sur cette cartographie Polkadot. Elle est déjà bien placée avec Ethereum grâce à ce qui est organisé autour de la convention et puis parce que des communautés très solides aussi se sont créées autour de l'écosystème Ethereum ici en France. On a du talent, il y a une montée en force, il ne faut pas se voiler la face de l'Allemagne. L'Allemagne régule, elle est exigeante, c'est vrai, mais elle régule, elle prend des dispositions. C'est réjouissant parce que ça veut dire clairement que là, autant on serait parlé il y a 3 ans, est-ce qu'on serait dit, là, c'est certain, les cryptos, j'étais déjà convaincu que les cryptos et tous ces écosystèmes resteraient, mais plus le temps avance, évidemment, plus ces régulations arrivent, plus on se dit, c'est clair, on ne va pas revenir en arrière. Les pays ne s'échineraient pas finalement à créer des règles ainsi si c'était pour tout balancer à la poubelle d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, on voit que ça va rester, on voit que ça va aller de l'avant, mais on sait qu'il y a encore du travail. Il y a du talent en France, il y a encore du travail à faire et nous, on veut vraiment mettre nos talents à l'avant-plan, avoir des personnes actives dans tous les projets. Et donc, clairement, on a de la ressource à mettre à disposition pour parler projet, pour parler de notre écosystème, pour parler des personnes aussi, des validateurs. Et ce sera vraiment avec le plus grand plaisir. Et notamment, tu m'as parlé d'une communauté dans laquelle tu es aujourd'hui aussi, basée je crois que c'est en Belgique, c'est ça? Toi, Alors, pas, oui, ne- l'approche est un petit peu différente. ouais. Donc, c'est-à-dire que Polkadot Francophonie, c'est vraiment le pendant francophone de la communauté Polkadot officielle. Et on a créé effectivement, parce que je suis actif en Belgique, au Luxembourg et en France, nous avons créé une communauté Wildchain. Mhm. Avec l'aide du gouvernement, alors dans la partie francophone du pays, donc avec l'aide des gouvernements wallons et bruxellois. L'idée, alors que, et c'est très réjouissant aussi parce que c'est un très très bel exemple que celui de Walchen. La Belgique n'est pas connue pour avoir toujours énormément de moyens, c'est un petit pays, mais ils avaient énormément misé sur d'autres technologies, l'intelligence artificielle, la logistique. Et on a réussi à les convaincre finalement de considérer la blockchain. Et là, et pas parce qu'ils nous ont trouvé sympa, hein, parce que on est quand même arrivé avec de solides argumentaires et ils se sont dit, tiens, on a quand même peut-être loupé un wagon. On Mhm. va un petit peu essayer de rattraper le train en marche. Et on a créé Wildchain pour à la fois d'abord promouvoir ces technologies auprès de nos gouvernements. Mhm. Mais ensuite, Wildchain, finalement, a été choisi par le gouvernement pour aussi promouvoir la blockchain auprès des entreprises et promouvoir le talent wallon à l'échelle Mhm. internationale. Donc, c'est un Mhm. gouvernement qui s'applique directement, finalement, dans du projet blockchain, dans du soutien blockchain. Et ça, c'est Mhm. un, c'est un signe extrêmement positif. Et je leur dis souvent, ouais, mais non, mais en fait, parce que les gens se plaignent beaucoup de la façon dont le monde évolue et on craint la digitalisation. Et je leur dis souvent, bah, écoutez, si vous comparez à l'intelligence artificielle, et je n'ai absolument rien contre l'intelligence artificielle, mais la blockchain, pour moi, elle a l'avantage de connecter les gens. Donc, on va certes créer des réseaux digitaux, mais je vous l'ai dit, on va les appliquer, on va les connecter, on va les faire participer. Et on a réussi à mettre en lumière finalement tout ce potentiel et, tout Mhm. l'intérêt, et leur démontrer tout l'intérêt qu'ils auraient à Mhm. embrasser la matière. Et Et c'est c'est en cours, oui. c'est pas une mince affaire et bravo, bravo. Merci. Deux petits mots de la fin, si tu peux nous parler de Logan aussi, si possible. Ah oui, mais ça, on pourra venir vous parler de Logan. Ah bah Tu super. posais, tu posais la question de savoir précisément des projets qui font le bridge avec l'économie réelle. Donc, bah, je vous l'ai dit, moi, mon background, c'est vraiment la justice. Je suis passant par l'écosystème Ethereum et par différents protocoles financiers. Je me suis dit, mais on va jamais en fait arriver à un certain niveau de masse adoption si à un moment donné on ne sécurise pas un petit peu les gens qui vont devoir utiliser, si on ne les rassure pas
les gens qui vont devoir utiliser ces nouveaux protocoles financiers avec des règles et des lignes d'horizon qu'ils connaissent. Et donc, comme je venais du secteur de la justice, ce qu'on fait dans le Gun, en fait, c'est qu'on a créé un réseau d'officiers judiciaires européens. Essentiellement, en fait, ce sont des notaires, des huissiers, des avocats notaires, mais des gens qui exercent une partie de l'impérium public, donc qui ont qui ont des compétences et des responsabilités contraignantes de par la loi. Et on utilise en fait leurs compétences qu'on a décentralisées. On n'a pas recréé un effort noir en disant on doit passer par là. Non, 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 non. On a dit ils sont capables de faire du séquestre, ils sont capables de faire de la certification, ils sont capables de faire beaucoup de choses. On va réorganiser finalement cette profession en mode réseau décentralisé pour apporter tous les bénéfices de ces compétences au profit de l'écosystème blockchain. Et très concrètement, nous, on travaille sur la certification des NFT en amont. On amène vraiment tout un contexte légal et économique avant la création du token. On pourrait travailler sur des projets immobiliers en agissant aussi finalement comme agent de certification et agent de sécurisation sur ces matières où à un moment donné, il n'y a rien à faire. Tu dois respecter un cadre légal. Tu ne peux pas vendre un immeuble comme ça parce que ça te plaît en disant je vais le faire à la façon blockchain. Donc, je tourne le dos à tout le reste. Plus rien n'existe, c'est la fête. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et donc, dans le Gun, c'est vraiment ce qu'on fait. On a l'envie de contribuer à l'écosystème blockchain en décentralisant ses compétences et en revisitant ses professions. Elles reviendront sous un autre jour. Mais on viendra en reparler avec plaisir si vous le souhaitez. Ah oui, avec grand plaisir, clairement, ouais. Un excellent mot de la fin. Merci encore pour tout. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à très vite. Dis-moi, je vais me pardon. permettre peut-être, Oui. merci à toi aussi parce que chaque fois, je voudrais dire les efforts qui sont faits pour justement éduquer, c'était vraiment le terme, informer, éduquer, aider à comprendre ce qu'est la technologie blockchain. Ces applications sont essentielles. C'est probablement la chose qui va aussi nous manquer le plus. Et quand tu t'y impliques, quand d'autres s'y impliquent, moi je dis toujours bravo et continuez parce qu'on a absolument besoin de ça et vous faites vraiment partie intégrante finalement de la réussite de cet écosystème. C'est vraiment merci excellent. Beaucoup. Et merci en tout cas pour le travail et cette application-là. Merci à toi. Merci à tous. Très bonne soirée. Voilà. À Bonne très soirée, bientôt. à bientôt. Au Ciao. revoir.